On va bien le recevoir, on va bien lui envelopper sa petite Hélène, et on la lui rendra. On va le recevoir grossièrement. On ne lui rendra pas Hélène, et la guerre de Troie aura lieu. Oui, si Hector n'était pas là, mais il arrive, Cassandre, il arrive. Tu entends assez ses trompettes. En cette minute, il entre dans la ville victorieux. Je pense qu'il aura son mot à dire. Quand il est parti, voilà, 3 mois, il m'a juré que cette guerre était la dernière. C'était la dernière, oui, mais la suivante l'attend. Cela ne te fatigue pas de me voir et de me prévoir que les voyages. Ah, je ne vois rien, Andromaque. Je ne prévois rien. Je tiens seulement compte de 2 bêtises. Celle des hommes et celle des éléments. Pourquoi cette guerre aurait-elle lieu? Paris ne tient plus à Hélène, Hélène ne tient plus à Paris. Il s'agit bien d'eux. Il s'agit de quoi? Paris ne tient plus à Hélène. Hélène ne tient plus à Paris. Tu as déjà vu le destin s'intéresser à des phrases négatives, toi? Je ne sais pas ce qu'est le destin. Ah, je vais te le dire. C'est simplement la forme accélérée des choses. C'est épouvantable. Je ne comprends pas les abstractions. À ton aise. Ayons recours aux métaphores. Figure-toi, un tigre. Tu la comprends, celle-là? C'est la métaphore pour jeune fille. Un tigre qui dort. Laisse-le dormir. Ah, je ne demande pas mieux. Mais ce sont les affirmations qui l'arrachent de son sommeil. Et Troie en est pleine en ce moment. Pleine de quoi? De ces phrases qui affirment que le monde et la direction du monde appartiennent aux Troyens et Troyennes en général et aux hommes en particulier. Je ne te comprends pas. Hector en 7 heures rentre dans Troie. Oui, Hector, en 7 heures, revient à sa femme. Cette femme d'Hector va avoir un enfant. Oui, je vais avoir un enfant. Ce ne sont pas des affirmations, tout cela. Ne me fais pas peur, Cassandre. Comment peux-tu parler de guerre en un jour pareil? Le bonheur tombe sur le monde. Une vraie neige. La beauté aussi. Vois ce soleil. Il s'amasse plus de nacre sur les faubourgs de Troie qu'au fond des mers. De tout arbre, de toute maison de pêcheurs sort le murmure des coquillages. Si jamais il y a eu une chance pour voir les hommes trouver un moyen de vivre en paix, c'est aujourd'hui. Oui. Et pour qu'ils soient modestes. Et pour qu'ils soient immortels. Oui, et les tétraplégiques qu'on a traînés devant les portes se sentent immortels, oui. Et pour qu'ils soient bons aussi. Vois ce cavalier de l'avant-garde se baisser sur l'étrier pour caresser un chat dans ce créneau. Nous sommes peut-être au premier jour de l'entente entre l'homme et les bêtes. Ah, tu parles trop. Le destin s'agite, Andromaque. Il s'agit dans les filles qui n'ont pas de mari. Je ne te crois pas. Tu as tort. Hector, en 7 heures, rentre dans la gloire chez sa femme adorée. Il ouvre un œil. Et les tétraplégiques se sentent immortels sur leur petit banc. Il s'étire. Il est aujourd'hui une chance pour que la paix s'abatte sur le monde. Il se pourlèche. Et la femme d'Hector va avoir un enfant. Oh, Il arrive, le voilà, le voilà. Il monte sans bruit les escaliers du palais. Il pousse du mufle les portes. Le voilà, le voilà. Andromaque! Non, c'est Hector. Qui t'a dit autre chose? Hector. Oui, toi aussi le bonjour, Cassandre. Va me chercher Paris au plus vite, veux-tu? Tu as quelque chose à me dire, peut-être? Ne l'écoute pas. Quelque catastrophe. Parle. Ta femme porte un enfant. Ce sera un fils, une fille, Qu'as-tu voulu crier en l'appelant? ni garçon, ni fille. Tu croyais être un demi-femme? Tu vas être déçu. Ce sera un fils. Un seul fils. Oh, il y a toutes les chances pour qu'il en soit. Après les guerres, il y a toujours plus de garçons que de filles. Et avant les guerres? Mais laissons la guerre, et laissons les guerres. Elle t'a pris en père, en frère, mais elle t'a ramené en Paris. Oh, elle est trop bonne. Elle se rattrapera. Oh, calme-toi. En te quittant, je vais solennellement sur la place du palais, pour fermer les portes. Elles ne s'ouvriront plus. Ferme-les, mais elles s'ouvriront. Le jour où les blés seront dorés et pesants, la ville surchargée, les demeures pleines de coups. Et la paix à son comble, sans doute. Oui, et mon fils robuste et éclatant. Ton fils peut être lâche, Andromaque. C'est une sauvegarde. Ah, il ne sera pas lâche. Mais je lui aurais coupé l'index de la main droite. Mais si toutes les mères du monde venaient couper l'index droit de leur fils, les armées du monde se feront la guerre sans index. Et si elles leur coupaient la jambe droite, les armées seront unijambistes. Et si elles venaient à leur crever les yeux, alors les armées seront aveugles, Andromaque. Mais il y aura des armées. Et dans la mêlée, elles se chercheront le défaut de l'aine ou la gorge, à tâtons. Moi, je le tuerai alors.
Voilà donc la véritable solution maternelle des guerres. Ne ris pas, je peux encore le tuer avant sa naissance. Et tu ne voudrais pas le voir une minute? Rien qu'une minute, voir ton fils? Le tien seul m'intéresse. C'est parce qu'il est de toi. C'est parce qu'il est toi que j'ai peur. Tu ne peux t'imaginer combien il te ressemble. Dans ce néant où il est encore, il a déjà apporté tout ce que tu as mis dans notre vie courante. Il a tes tendresses, tes silences. Si tu aimes la guerre, il l'aimera. Aimes-tu la guerre? Si l'on aime ce qui vous délivre, de l'espoir, du bonheur, des êtres les plus chers, si l'on se laisse séduire par cette petite délégation que les dieux vous donnent à l'instant du combat. Ah, tu te sens Dieu à l'instant du combat. Très souvent, on manque un homme. Mais parfois, à certains matins, on se relève du sol, allégé, étonné, muet, le corps, les armes, ont un autre poids sont dans notre alliage. On se sent vulnérable. Une tendresse vous envahit, vous submerge. La variété de tendresse des batailles. On est tendre parce qu'on est impitoyable. Ça doit être ça, en effet, la tendresse des dieux. Puis l'adversaire arrive. Puis l'adversaire arrive. Et qu'une on voit en lui derrière sa bave et ses yeux blancs toute l'impuissance et tout le dévouement du pauvre fonctionnaire humain qu'il est, du pauvre gendre et mari, du pauvre cousin Jean, du pauvre amateur de raki d'olive qu'il est. On a de l'amour pour lui. On aime sa verrue sur sa joue, sa thé dans son œil. On l'aime vraiment. Mais il insiste. Alors on le tue. Alors on les tue. On les tue tous, c'est la guerre. On les tue tous. Cette fois-ci, nous les avons tous tués, à dessein, car leur race était vraiment la race de la guerre. C'est par lui que subsistait et se propageait la guerre en Asie. Seulement en 900 seuls on a échappé. Dans 1000 ans, tous les hommes seront les fils de celui-là. Sauvetage inutile d'ailleurs. Mon fils aimera la guerre, car tu l'aimes. Non, je crois plutôt que je la hais, car je ne l'aime plus. Comment arrive-t-on à ne plus aimer ce qu'on adorait? Raconte, ça m'intéresse. Tu sais, quand on a appris qu'on ami est menteur, de lui tout seul faux, alors même c'est vérité. Cela semble étrange à dire, mais la guerre m'avait promis la bonté, la générosité, le mépris des bassesses. Je croyais lui devoir mon ardeur, mon goût à vivre, et toi-même. Mais jusqu'à cette dernière campagne, pas un seul ennemi que je n'ai aimé. Tu viens de le dire, on ne tue bien que ce qu'on aime. Et tu ne peux savoir à quel point la gamme de la guerre était accordée pour me faire croire à sa noblesse. Le galop nocturne des chevaux, le bruit de vaisselle et de foie à la fois que faisait le régiment d'Oplite se frottant contre votre tente, le cri du faucon passant au-dessus de la compagnie tendue et aux aguets. Mais tout jusque-là avait sonné si juste, si merveilleusement juste. Et la guerre a sonné faux cette fois? Pour quelle raison? Est-ce l'âge? Est-ce la fatigue du métier? Jusqu'à présent, tout ce que j'allais tuer me semblait le contraire de moi-même. Mais cette fois-ci, j'étais agenouillé sur un véritable miroir. Cette mort que j'avais donnée, c'était un petit suicide. Le cri des mourants sonnait faux pour celui-là. Tout sonnait juste pour les autres. Les autres sont comme moi. L'armée que j'ai ramenée est la guerre. Au point que nous n'avons pu entrer durement par les portes, nous n'avons pu que nous contenter de rentrer et nous mettre en groupe autour des murailles. À faire la seule tâche digne d'une véritable armée. Le siège paisible de sa patrie ouverte. Et tu n'as pas compris que c'était là la pire fausseté? La guerre est dans toi, Hector. C'est elle qui vous a reçu aux portes, et c'est elle qui m'offre à toi, ainsi désemparé, et non l'amour. Que racontes-tu là? Ne sais-tu donc pas que Paris a enlevé Hélène? On a entendu dire, Et que les Grecs la réclament, et que leur envoyé arrive aujourd'hui, et que si on ne la rend pas, c'est la guerre? pourquoi ne la rendrait-on pas? Je peux la rendre moi-même. Paris n'y consentira jamais. Paris s'y consentira, personne ne me l'amène. Il ne peut te céder. Sa gloire, comme vous dites, l'oblige à ne pas céder. Son amour aussi, comme il dit. C'est ce que nous allons voir. Cours demander à prière de se m'entendre à l'instant. Et rassure-toi, tous ceux des trônes qui ont fait et peuvent faire la guerre ne veulent pas la guerre. Il reste tous les autres. Voilà Paris! Félicitations Paris, tu as bien occupé notre absence. Pas mal, merci. Alors dis-moi tout. Quelle est donc cette histoire d'Hélène? Oh, Hélène est une très gentille personne, n'est-ce pas, Cassandre? Oui, assez gentil. Pourquoi ces réserves? Hier encore, tu disais que tu la trouvais très belle. Ah, elle est très belle, ouais. Mais assez gentille. Elle n'a pas l'air d'une gentille petite gazelle. Ah non. C'est toi-même qui m'as dit qu'elle avait l'air d'une gazelle. Je m'étais trompée. J'ai revu une gazelle depuis. Vous m'importunez avec vos histoires de gazelle. Hélène ressemble donc si peu à une femme que cela. Ah, ce n'est pas le type de femme d'ici,
quel est donc le type de femme d'ici? Le tien, chère sœur, un type effroyablement peu distant. La grecque est distante en amour. Écoute, Paléno Vierge, tu sais exactement ce que je veux dire. J'ai assez des familles asiatiques. Même au milieu de mes bras, Hélène est loin de moi. Oui, très intéressant. Mais dis-moi, tu crois vraiment que cela vaut une guerre de permettre à Paris de faire l'amour à distance? Avec distance. Paris aime les femmes distantes. Mais de près. Non. Comment l'as-tu enlevé, Paris? Consentement ou contrainte? Mais Hector, tu connais les femmes aussi bien que moi. Elles ne consentent qu'à la contrainte. Mais alors avec enthousiasme. À cheval, par exemple, un peuple qui traînait de crottins qui fait la trace des séducteurs. C'est une enquête. C'est une enquête, oui. Et tâche pour une fois d'y répondre avec précision. Tu n'as pas insulté ni la maison conjugale ni la terre grecque. L'eau grecque, un peu. Elle se baignait. Elle est née de l'écume, quoi. La naissance est née de l'écume comme Vénus. Dis-moi, Paris, tu n'as pas couvert la plainte du palais d'inscription de dessins offensants? Paris, tu n'as pas lâché le premier dans les échos, ce mot qu'ils doivent tous redire en ce moment au mari trompé. Non. Ménélas était nue sur le rivage, occupée à se débarrasser l'orteil d'un crabe. Il a regardé filer mon bateau comme si le vent emportait ses vêtements. L'air furieux. Le visage d'un roi qui pince un crabe n'a jamais exprimé la béatitude. Donc pas d'autres spectateurs. Si, mais Gabier. Mais parfait. Comment ça, parfait? Mais je dis parfait, parce qu'en somme, Paris, tu n'as rien commis d'irrémédiable. Regarde, puisqu'elle était nue, puisqu'elle était totalement déshabillée, pas un seul de ses vêtements, pas un seul des objets d'Hélène n'a été insulté. Seul son corps était souillé. C'est négligeable. Le visage est innocent. Nous garantissons le visage, oui. Tu penses que je vais rendre Hélène à Ménélas? Oh, mais nous ne t'en commandons pas tant, Paris. Ni à lui d'ailleurs. L'envoyé grec s'en charge, tu la lui remettras dès ce soir. Tu fais une grossière erreur en pensant qu'un homme qui a devant lui une nuit avec Hélène va accepter d'y renoncer. Nous te connaissons, Paris, ce n'est pas la première séparation que tu acceptes. Ah, mon cher Hector, il est vrai que j'accepte de bon cœur les séparations. La séparation d'une femme, fût-elle la plus aimée, comporte un agrément que je sais goûter mieux que personne. Un seul être vous manque, et tout est repeuplé. Toutes les femmes sont recréées pour vous, dans la dignité, la liberté et la joie de votre conscience. T'as raison, il y a des moments exaltants en amour. Ce sont les ruptures. Mais ne me séparerai jamais d'Hélène, car avec elle, j'ai l'impression d'avoir rompu avec toutes les autres femmes, et j'ai 1000 libertés et 1000 dignités au lieu d'une. Lorsqu'elle ne t'aime pas, tout ce que tu dis ici le prouve. Je préfère 1000 fois la façon dont Hélène ne m'aime pas. Je suis navré, mais tu la rendras, Paris. Tu n'es pas le maître ici. Je suis ton aîné, Paris, c'est le futur maître. Bah alors commande dans le futur. Pour l'instant, j'obéis à faire. Mais je n'en demande pas davantage. Dis-moi, tu es donc d'accord pour que nous en remettions au jugement de Priam? Parfaitement d'accord. Tu le jures, nous le jurons. Alors, méfie-toi, Hector, parce que Priam est fou d'Hélène. Il livrerait plutôt ses filles. Que racontes-tu là? Pour une fois qu'est-il présent au lieu de dire l'avenir, écoute-la. Hélène a derrière elle toute une garde d'honneur qui assemble tous nos vieillards. Regarde, c'est l'heure de sa promenade. Vois toutes ces têtes à barbe blanche. On dirait des cigognes caquetant sur les remparts. Ah oui, en effet, les barbes sont blanches et les visages rouges. Witness et la congestion. Ils devraient être aux portes du Scamandre, par où entre nos troupes et la victoire. Et non, ils sont aux troupes, ils sont aux portes de C, par où sort Hélène. Incroyable. Voilà, ils y sont tous en train de se pencher, comme les cigognes qui en passent en rat. Oui, mais c'est Hélène qui passe. Ah oui? Elle rajuste sa sandale, prenant bien soin de croiser haut les gens. C'est formidable. Tous les vieillards sont là, la lorgnée d'en haut. Non, les plus malins regardent d'en bas. Vive la beauté! Que crie-t-il? Il crie vive la beauté. Oh, je suis de leur avis qu'ils meurent vite. Vive Vénus! Et maintenant? Vive Vénus. En fait, ils ne crient que des phrases sans R à cause de leur manque de dents. Vive la beauté, vive Hélène, vive Vénus. Et du coup, que vient faire Vénus là-dedans? Ils ont imaginé que c'était Vénus qui nous donnait Hélène pour récompenser Paris de lui avoir décerné la pomme à première vue. Oui, tu vas faire bien jouer le coup ce jour-là. Oh, d'en bas, nous la voyons mieux. Hein. Nous l'avons même bien vue. Mais d'ici, elle nous entend mieux. Allez, 1, 2, 3. Vive Hélène! C'est un peu fatigant à notre âge d'avoir constamment à descendre et à remonter ces escaliers sans fin selon que nous voulons la voir ou l'acclamer. Mais veux-tu que nous alternions? Un jour, nous la regarderons et l'autre, nous l'acclamerons. Un jour sans bien voir Hélène, mais tu es fou! Songe à ce que nous avons vu d'elle aujourd'hui. Allez, 1, 2, 3. Vive Hélène!
bas, oui. Et tu les vois, Hector. Je me demande comment vont tenir tous ces poumons besogneux. Notre père ne peut être ainsi. En parlant de Priam, tu ne voudrais pas jeter un coup d'œil sur Hélène avant d'en parler avec lui? Mais je me fiche éperdument d'Hélène. Tu dis... Père, salut. Tu dis... Je disais, père, que nous devons nous précipiter pour fermer les portes de la guerre. Oui, les verrouiller, les cadenasser. Il ne faudrait pas qu'un moucheron puisse passer entre les deux battants. Ta phrase m'a paru moins longue. Il disait qu'il se moquait d'Hélène. Penche-toi. Tu la vois? Mais oui, il la voit. Je me demande qui ne la verrait pas et qui ne l'a pas vue. Elle fait le chemin de ronde. C'est la ronde de la beauté. Tu la vois? Oui, je la vois. Priam te demande ce que tu vois. Je vois une femme, une jeune femme qui rajuste sa sandale. Elle met un certain temps à rajuster sa sandale. Je l'ai emportée nue, ce sont des sandales à toi, elles sont trop grandes. Mais tout est grand pour une petite femme. Oh, je vois deux fesses fort charmantes. Il voit ce que vous tous voyez. Mon pauvre enfant. Quoi? Priam te dit, mon pauvre enfant. Oui, je ne savais pas que la jeunesse de Troie en était là. Ah, et où en est-elle? À l'ignorance de la beauté. Et par conséquent de l'amour. Au réalisme, quoi. Nous autres poètes appelons cela le réalisme. Donc la dièse de Troie en est à la beauté, à l'amour, n'est-ce pas? C'est dans l'ordre. Ce ne sont pas ceux qui font l'amour, qui sont la beauté, qui ont à les comprendre. C'est très courant, la beauté, père. Je ne fais pas allusion à Hélène, mais elle court les rues. Hector, ne sois pas de mauvaise foi. Il t'est bien arrivé, à l'aspect d'une femme, de ressentir qu'elle n'était pas seulement elle-même, mais que tout un flux d'émotions avait coulé en sa chair et en prenait les plaques. Ainsi, le rubis personnifie le sang. Non, pas pour ceux qui ont vu du sang. Le sang d'en prendre. C'est un symbole. Un symbole, quoi. Tout guerrier que tu es. Tu as déjà rencontré des femmes qui, d'aussi loin que tu les apercevais, te semblaient personnifier l'harmonie, la douceur et l'intelligence. Oui, j'en ai vu. Que faisais-tu alors? Alors je m'approchais et c'était fini. Du coup, que personnifie celle-là? On te le répète, la beauté. Alors rendez-la vite aux Grecs si vous voulez qu'elle vous la personnifie pour longtemps. C'est une blonde. Impossible de parler avec ces femmes. Alors ne parlez pas des femmes. Vous n'êtes guère galant en tout cas, ni patriote. Chaque peuple remet son symbole dans sa femme, qu'elle soit Camuse ou Lippu. Il n'y a que vous pour aller le loger ailleurs. Père, les camarades et moi rentrons harassés. Nous venons de pacifier le continent entier. Nous entendons désormais vivre heureux avec nos femmes et nos enfants. Sage principe, mais jamais la guerre n'a empêché d'accoucher. Très bien. Dans ce cas-là, dis-moi ce que tu vois dans la ville transformée. Dis-moi ce qu'a apporté Hélène qui nous voit une brouille avec les Grecs. Oh, mais tout le monde te le dira. Moi, je peux te le dire. Voilà le géomètre. Ah oui? Voilà le géomètre. Et ne crois pas que les géomètres n'aient pas à s'occuper des femmes. Ils sont les arpenteurs aussi de votre apparence. Je ne te dirai pas ce qu'ils souffrent, les géomètres. Une épaisseur de peau en trop à vos cuisses ou d'un bourrelet à votre cou. Eh bien, jusqu'à ce jour, les géomètres n'étaient pas satisfaits par cette contrée qui entreprend. La ligne d'attache de la plaine aux collines leur semblait molle. La ligne des collines aux montagnes du fil de fer. Or, depuis qu'Hélène est ici, le paysage a pris son sens et sa fermeté. Et chose particulièrement sensible au vrai géomètre, il n'y a plus à l'espace et au volume qu'une commune mesure qui est Hélène. C'est la mort de tous ces instruments inventés par les hommes pour rapetisser l'univers. Il n'y a plus de mètres, de lieues, de grammes, il n'y a plus que le pas d'Hélène, la coudée d'Hélène, la portée du regard ou de la voix d'Hélène, et l'air de son passage et la mesure des vents. Elle est notre baromètre, notre anémomètre. Voilà ce qu'ils te disent, les géomètres. Il pleure, idiot. Mon fils, regarde seulement cette foule et tu comprendras ce qu'est Hélène. Elle est une espèce d'absolution. Elle prouve à tous ces vieillards que tu vois là et qui ont mis des cheveux blancs au fronton de la ville
à celui-là qui trafiquait des femmes, à celui-là qui a volé, à celui-là qui manqua sa vie, qu'ils avaient tous au fond d'eux-mêmes une revendication secrète qui était la beauté. Si la beauté avait été près d'eux, aussi près que les Hellènes aujourd'hui, alors ils n'auraient pas vendu leurs femmes, ni dévalisé leurs amis, ni bu leur héritage. Hélène et leur revanche, et leur pardon, et leur avenir. L'avenir des vieillards me laisse indifférent. Hector, je suis poète, et juge en poète. Suppose que notre vocabulaire ne soit pas quelquefois touché par la beauté. Suppose que le mot délice n'existe pas. Eh bien, vous en passerez. Je me passe déjà du mot délice. Je ne le prononce qu'absolument forcé. Qu'en est-il alors du mot volupté? C'était au prix de la guerre qu'il fallut acheter le mot volupté, je m'en passerai également. C'est pourtant au prix de la guerre que tu as trouvé le plus beau. Le mot courage! Oui, c'était bien payé. Le mot lâcheté a dû être trouvé par la même occasion. Mon fils, pourquoi te forces-tu à ne pas nous comprendre? Oh, mais je vous comprends fort bien, père. À l'aide d'un quiproquo, en prétendant lui faire battre pour la beauté, vous voulez me faire battre pour une femme. Et tu ne ferais la guerre pour aucune femme? Mais certainement pas. Il aurait rudement raison. Tu ne ferais pas la guerre pour reprendre Andromaque. Andromaque et moi avons convenu de moyens secrets pour nous rejoindre, et ainsi échapper à toute prison. Vous rejoindre si tout espoir est perdu? Pour cela aussi, oui. Tu as bien fait de les démasquer, Hector. Ils veulent faire la guerre pour une femme, c'est la façon d'aimer des impuissants. C'est vous donner beaucoup de prix, hein? Oui, par exemple. Permets-moi de ne pas être de ton avis. Moi, le sexe auquel je dois ma mère, je le respecterai en s'y représentant comme indigne. Et nous le savons, tu y as déjà respecté. Hécube, mes filles, que signifie cette révolte de Gynécée? Le conseil se demande s'il ne mettra pas la ville en jeu pour l'une d'entre vous, et vous en êtes humiliés? Il n'est qu'une humiliation pour la femme. L'injustice. Il est vraiment pénible de constater que les femmes sont les dernières à savoir ce qu'est la femme. Elles le savent parfaitement, je vais vous le dire, moi, ce qu'est la femme. Ne les laisse pas parler, Priam. On ne sait jamais ce qu'elles peuvent dire. Elles peuvent dire la vérité. Je n'ai qu'à penser à l'une d'entre vous, mes chéris, pour savoir ce qu'est la femme. Primo! Elle est le principe de toute énergie. Tu le sais bien, Hector. Les guerriers qui n'ont pas de portrait de femme dans leur sac ne valent rien. De votre orgueil, oui. De vos vices. C'est un pauvre tas d'incertitude. Un pauvre amas de crainte qui déteste ce qui est lourd, qui adore ce qui est vulgaire et facile. C'est très simple. Voilà 50 ans que je suis femme et je n'ai jamais pu encore savoir au juste ce que j'étais. Et en secondo, elle est la prime de tout courage. Demandez au moindre soldat. Tuer un homme, c'est mériter une femme. Elle aime les lâches, les libertins. Si Hector était lâche ou libertin, je l'aimerais autant. Je l'aimerais peut-être davantage. Ne va pas trop loin, Andromaque. Tu prouverais le contraire de ce que tu veux prouver. Elle est gourmande, elle ment, elle casse ses jouets, elle leur plonge la tête dans l'eau bouillante. À mesure que nous vieillissons, nous, les femmes, nous voyons clairement ce qu'ont été les hommes, des hypocrites, des vantards, des boucs. À mesure que les hommes vieillissent, ils nous parlent de toutes les perfections. Il n'est pas un souillon à coller derrière un mur qui ne se transforme dans vos souvenirs en créature d'amour. Tu m'as trompé, toi? Avec toi-même seulement, mais 100 fois. Andromaque a trompé Hector? Laisse donc Andromaque tranquille, elle n'a rien à voir dans les histoires de femmes. Si Hector n'était pas mon mari, je le tromperais, mais avec lui-même. Oh, s'il était un pêcheur pied-beau, bancal, j'irais le poursuivre jusque dans sa cabane, et je m'étendrais dans les écailles d'huîtres et les algues. J'aurais de lui un fils adultère. Semblant de ne pas dormir la nuit, tout en fermant les yeux. Oui, c'est épouvantable que je t'y reprenne. Et tant pis si la femme nous trompe. Tant pis si elle-même méprise sa dignité et sa valeur. Puisqu'elle n'est pas capable de maintenir en elle cette forme idéale qui la maintient rigide et écarte les rides de l'âme. C'est à nous de le faire. Chère fille, est-il une plus grande générosité que celle qui vous pousse à vous battre en ce moment même pour la paix qui vous donnera des maris inoccupés, fuyants, lorsque la guerre vous fera d'eux des hommes, des héros? Nous connaissons le vocabulaire.
fuir à toutes jambes, mais c'est du moins un héros qui détale. Mon père, si vous avez cette amitié pour les femmes, écoutez ce que toutes les femmes du monde vous disent par ma voix. Laissez-nous nos maris comme ils sont, pour qu'ils gardent leur agilité et leur courage. Les dieux ont créé autour d'eux tant d'entraîneurs, vivants ou non vivants. Quand ce ne serait que l'orage, quand ce ne serait que les bêtes. À chaque fois que j'ai vu tuer un cerf ou un aigle, je les remercie. Je savais qu'il m'en avait Hector. Pourquoi voulez-vous que je doive Hector à la mort d'autres hommes? Je ne le veux pas. Mais savez-vous pourquoi vous êtes toutes là, si belles, si fortes et si vaillantes? C'est parce que vos aïeux et vos maris et vos pères étaient des guerriers. S'ils avaient été paresseux aux armes, s'ils n'avaient pas su que cette occupation terne et stupide qu'est la vie se justifie soudain et s'illumine par le mépris que les hommes ont d'elle, alors c'est vous qui seriez lâches et réclameriez la guerre. Il n'est pas deux façons de se rendre immortel ici-bas, c'est d'oublier que l'on est mortel. Justement, père, vous le savez bien, ce sont les braves qui meurent à la guerre. Pour ne pas y être tué, il faut un grand hasard ou une grande habileté. Il faut avoir courbé la tête ou s'être agenouillé au moins une fois devant le danger. Les soldats qui défilent sous les arcs de triomphe sont ceux qui ont déserté la mort. Comment un pays peut-il gagner dans son honneur et dans sa force en les perdant tous les deux? Ma fille, la première lâcheté est la première ride d'un peuple. Où est la pire lâcheté? Paraître lâche vis-à-vis des autres et assurer la paix? Ou être lâche vis-à-vis de soi-même et provoquer la guerre? La lâcheté est de ne pas préférer à toute mort la mort pour son pays. J'attendais la poésie à ce tournant. Elle n'en manque pas une. Mais on meurt toujours pour son pays. Quand on a vécu en lui digne, actif, sage, c'est pour lui aussi qu'on meurt. Les tués ne reposent pas tranquilles sous la terre, Priam. Ils ne se fondent pas en elle pour le repos et l'aménagement éternel. Ils ne deviennent pas sa glèbe, sa chair. Quand on retrouve dans le sol une ossature humaine, il y a toujours une épée près d'elle. C'est un os de la terre, un os stérile. C'est un guerrier. Ou alors que les vieillards soient les seuls guerriers. Tout pays est le pays de la jeunesse. Il meurt quand la jeunesse meurt. Oh, mais vous nous ennuyez avec votre jeunesse. Elle sera la vieillesse dans 30 ans. Erreur, erreur. Quand l'homme adulte touche à ses 40 ans, on y substitue un vieillard. Lui disparaît. Il n'y a que des rapports d'apparence entre les deux. Rien de l'un ne continue en l'autre. Le souci de ma gloire a continué puis... C'est vrai. Et les rhumatismes. Et tu écoutes cela sans maudire, Paris. Paris! Il ne te vient même pas à l'esprit de sacrifier une seule aventure pour nous garder d'années de désastres, de catastrophes. Que veux-tu que je te dise? Le combat est international. Paris, aimes-tu vraiment Hélène? Ils sont le symbole même de l'amour. Ils n'ont plus besoin de s'aimer. J'adore Hélène. La voilà, Hélène. Ainsi, Paris, si Hélène consent à repartir, tu acceptes? J'accepte, oui. Père, si Hélène consent à repartir dès ce soir pour la Grèce, la retiendriez-vous? Et pourquoi mettre en question l'impossible? Et pourquoi l'impossible? Si les femmes sont le quart de ce que vous prétendez, Hélène partira d'elle-même. Père, je vous en supplie. Je ne connais pas d'emploi plus humiliant que celui de fils séducteur. J'accepte le défi d'Hector. Paris n'est pas à toi seul. Non, Hélène n'est pas à toi seule, Paris. Hein? Elle est à la ville. Elle est au pays. Elle est au paysage. La voilà, Hélène. Mon père, je vous le demande, laissez-moi ce recours. Écoutez, on nous appelle pour la cérémonie. Laissez-moi et je vous rejoins. Vraiment, tu acceptes, Paris? J'accepte. Soit. Allons préparer les portes de la guerre, mes enfants. Pauvres portes. Il faut plus d'huile pour les fermer que pour les ouvrir. Qu'attends-tu là? Maîtresse. Pardon. Eh bien, chaque fois qu'Hélène m'apparaît, l'inspiration me saisit. Je délire, j'écume et j'improvise. Oh ciel, la voilà!
Viens au-devant d'Hector. La gloire et l'effroi du Scamandre. Tu as raison et lui a tort. Car il est dur et tu es tendre. Oh. Qu'as-tu à me regarder ainsi? Tu sembles détester la poésie autant que la guerre. Ça! Ma bien chère Hélène, voici Hector. Il a des projets tout simples pour toi. Il veut te ramener en Grèce et tu pouvais que tu ne m'aimes pas. Dis-moi que tu m'aimes avant que je te laisse avec lui. Je t'adore, chérie. Dis-moi qu'elle était belle, la vague qui t'emmena de Grèce. Magnifique. Une vague magnifique. Mais où as-tu vu une vague? La mer était si calme. Dis-moi que tu hais Ménélas. Ménélas, je le hais. Je ne retournerai jamais en Grèce, répète. Tu ne retourneras jamais en Grèce. Non, c'est de toi qu'il s'agit. Oui, je suis sotte. Je ne retournerai jamais en Grèce. Je ne lui fais pas dire. À toi maintenant. C'est beau la Grèce? Paris l'a trouvée belle. Je vous demande si c'est beau la Grèce, sans Hélène. Merci pour Hélène. Allons, comment est-ce depuis qu'on en parle? C'est beaucoup de rois et de chèvres éparpillés sur du marbre. Si les rois sont dorés et les chèvres angora, cela ne doit pas être si mal au soleil levant. Je me lève tard. Des dieux aussi, en quantité. Paris dit que le ciel embrouille, que des jambes de déesse en pendent. Mais Paris peut les avoir vus, il va toujours le nez levé. Et vous non. Je ne suis pas douée. Je n'ai jamais pu voir un poisson dans la mer. Je regarderai mieux quand j'y retournerai. Et vous venez de dire à Paris que vous n'y retourneriez jamais. Il m'a prié de le dire. J'adore obéir à Paris. Je vois, c'est même pour Ménélas. Au fond, vous ne l'haïssez pas vraiment. Pourquoi taillerais-je? Mais pour la seule raison qui fasse vraiment haïr, vous l'avez trop vu. Oh, Ménélas, oh non, je n'ai jamais bien vu Ménélas. Mais c'est votre mari. Entre les objets et les êtres, certains sont colorés. Ceux-là, je les vois. Je crois en eux. Je n'ai jamais bien pu voir Ménélas. Il a dû pourtant s'approcher très près. Je peux le toucher. Je ne peux pas dire que je l'ai vu. Tandis que vous avez vu Paris. Sur le ciel, sur le sol, comme une découpure. Et vous pensez qu'il vous aime, Paris? Je n'aime pas beaucoup connaître les sentiments des autres. Et vous? C'est comme au jeu. Quand on regarde dans le jeu de l'adversaire, on est toujours sûr de perdre. Est-ce que vous l'aimez, Paris? Je n'aime pas beaucoup connaître mes propres sentiments. Mais je comprends pas. Quand vous venez d'aimer Paris, quand il s'assoupit dans vos bras, quand vous êtes encore ceinturé par Paris, comblé par Paris, il ne vous vient donc aucune pensée. Mon rôle est fini. Je laisse l'univers penser à ma place. Ça, c'est mieux le faire que moi. Mais le désir doit bien vous rapprocher de quelqu'un, de quelque chose, ou de vous-même. Oui, je connais surtout le plaisir des autres. Il m'éloigne des deux. Et il y a eu beaucoup de ces autres avant Paris. Quelques-uns. Et il y en aura beaucoup d'autres après lui, n'est-ce pas? Pourvu qu'ils se découpent sur le drap, sur le sol, sur le ciel, comme une découpure. Mais je vous ai compris, Hélène. Vous n'aimez pas Paris, vous aimez les hommes. Oh, mais je ne les déteste pas, en effet. C'est agréable de les frotter contre soi comme de gros savons. On s'en sent toute pure. Cassandre! Cassandre! Qu'y a-t-il? Tu me fais rire. Ce sont toujours les devineresses qui questionnent. Pourquoi m'as-tu appelé? Cassandre!
Cassandre Hélène repart dès ce soir pour la Grèce. Oh, moi, que comptez-vous là? Mais vous ne voulez pas me dire que vous n'aimez pas très particulièrement Paris. Mais vous interprétez, Hector. Enfin, si vous voulez. Mais je cite mes auteurs, que vous aimez surtout frotter les hommes contre vous comme de grands savons. Ah, oui, de la pierre ponce. Et alors? Et alors, entre ce départ pour la Grèce qui ne vous déplaît pas et une catastrophe aussi redoutable que la guerre, vous hésiteriez à choisir? Vous ne me comprenez pas du tout, Hector. Je n'hésite pas à choisir. Ce serait trop facile de dire je fais ceci ou je fais cela pour que ceci ou cela se fixe. Vous avez découvert que je suis faible. Vous en êtes tous joyeux. L'homme qui découvre la faiblesse d'une femme, c'est le chasseur à midi qui découvre une source. Il s'en abreuve. Mais n'allez pourtant pas croire, Hector, parce que vous avez convaincu la plus faible des femmes, que vous avez convaincu l'avenir. Ce n'est pas en manœuvrant des enfants qu'on détermine le destin. Les subtilités des riens grecs m'échappent. Mais il ne s'agit pas de subtilité et de rien, mais de monstres et de pyramides. Choisissez-vous le départ, oui ou non? Ne me brusquez pas. Je choisis les événements comme je choisis les objets et les hommes. Je choisis ceux qui ne sont pas pour moi des ombres. Je choisis ceux que je vois. Oui, vous l'avez dit, ce que vous voyez coloré. Et dites-moi, vous ne voyez pas rentrant dans quelques jours au palais de Ménélas? Non, difficilement. Oh, mais vous savez, on peut habiller votre mari très brillant pour l'occasion. Toute la pourpre de toutes les coquilles ne me le rendrait pas visible. Écoute celle-là, Cassandre. Tu as une concurrente, elle aussi lit l'avenir. Je ne lis pas l'avenir. Mais d'un certain avenir, je vois des scènes colorées. D'autres ternes. Jusqu'ici, ce sont toujours les scènes colorées qui ont eu lieu. Très bien, très bien. Dans ce cas-là, Hélène, nous allons te remettre au grec en plein midi. Sur un sable aveuglant, entre la mer Violette et le mur ocre. Nous serons tous en cuirasse d'or à jupe rouge. Et entre mon étalon blanc et la jument noire de Priam, mes sœurs, en péplum vert, te remettront nu à l'ambassadeur grec, dont je devine d'ici, au-dessus du casque d'argent, le plumet amarante. Vous voyez cela, je suppose? Non, c'est tout sombre. Vous vous foutez de moi. Me foutre de vous? Bon, allons, partons si vous voulez, allons préparer ma remise au grec, nous verrons bien. Mais vous doutez-vous que vous insultez l'humanité entière ou est-ce totalement inconscient? Vous insultez quoi? Vous doutez-vous que votre album de Chromos est la dérision du monde, alors que nous sommes tous là à nous battre, à nous sacrifier, pour ne fabriquer ne serait-ce qu'une heure qui soit à nous? Vous êtes là à feuilleter vos gravures prêtes de toute éternité. Mais gardez-vous! À laquelle vous arrêtez-vous avec ces yeux aveugles? Sans doute, Arsène, vous êtes sur ce même rempart contemplant la bataille. Vous la voyez, la bataille? Comment est-elle? Oui, je la vois. Et la ville brûle. La ville brûle ou s'effondre, n'est-ce pas? Oui, c'est rouge vif. Et Paris, vous voyez le cadavre de Paris traîné derrière un char? Ah, vous croyez que c'est Paris? Ah, je vois en effet un morceau d'aurore qui roule dans la poussière. Un diamant à sa main étincelle. Mais oui, je reconnais souvent mal les visages, mais toujours les bijoux. C'est bien sa bague. Très bien. Je n'ose vous questionner sur Andromaque et sur moi-même. Sur le couple Andromaque-Hector. Ah non, vous le voyez, je sais bien que vous le voyez. Comment le voyez-vous? Est-il heureux? Est-il vieilli? Est-il luisant? Je n'essaie pas de le voir. Et le couple Andromaque, pleurant sur le corps d'Hector, lui? Vous savez, je peux voir luisant, extraordinairement luisant, et qu'il n'arrive rien. Personne n'est infaillible. Très bien, n'insistez pas. Il y a un fils, entre la mère qui pleure et le père étendu. Oui, il est charmant. Il joue avec les cheveux emmêlés du père. Et elles sont au fond de vos yeux, ces scènes? On peut les y voir? Mais je ne sais pas, regardez vous-même. Mais plus rien! Plus rien, il n'y a rien! Rien que la cendre de tous ces incendies! Mais l'or et l'émeraude en poudre, mais quelle est pure la lentille du monde! Ce ne sont pourtant pas les pleurs qui doivent la laver. Dis-moi, Hélène, est-ce que tu pleurerais si on allait te tuer? Je ne sais pas, mais je crierai! Je sens que je vais crier! Quand je vais crier si vous continuez!
Tu repartiras, Hélène. Tu repartiras dès ce soir pour la Grèce où je te tue. Mais je veux bien partir, je suis prête à partir. Je ne cesse de répéter que je n'arrive à rien distinguer du navire qui m'emportera. Je n'arrive pas à voir l'anneau au nez du capitaine ni le blanc de lait du mousse. Tu repartiras sur une mer grise, Hélène, sous un soleil gris, mais tu repartiras, il nous faut la paix. Je ne vois pas la paix. Mais demande à Cassandre de te la montrer. Elle est sorcière. Elle invoque fort mes génies. Si vous êtes d'accord, Hélène, Oui, vous direz ce que je vous dirai de dire. Vous ferez ce que je vous dirai de faire. oui. Devant Ulysse, vous abonderez dans mon sens. Vous ne me contredirez pas. Oui. Mais écoute-la, Cassandre. Écoute-moi ce bloc de négation qui dit oui. Tous m'ont cédé. Paris m'a cédé, Priam m'a cédé, Hélène me cède. Et pourtant, je sens dans toutes ces victoires apparentes que j'ai perdues. On croit se battre contre des géants. On va les vaincre. Mais en fait, on se bat contre quelque chose d'encore plus inflexible. Contre le reflet d'une image sur la rétine d'une femme. Tu as beau me dire oui, Hélène, tu es le comble d'une obstination qui me nargue. Bah, je sais, mais je n'y peux rien, ce n'est pas la mienne. Mais par quelle divagation le monde a-t-il placé ces miroirs dans une tête si obtuse? C'est regrettable, évidemment. Mais vous voyez un moyen de vaincre l'obstination des miroirs. C'est à cela que je songe, oui. Si on les brisait, ce qu'ils reflétaient n'en demeurerait peut-être pas moins. C'est là toute la question. Hector, hâte-toi! La plage est en révolte. Les navires des Grecs sont en vue et ils ont hissé leur pavillon non au ramas mais à des coutières. L'honneur de notre marine est en jeu. Enfin, est-ce qu'on va la fermer cette porte? Certainement non. Nous pourrons avoir à la rouvrir dès ce soir. Hector le veut, il décidera Priam. C'est ce que nous verrons. Je lui réserve d'ailleurs une petite surprise, Hector. Mène-t-elle la porte, maman? À la guerre, mon enfant. Quand elle est ouverte, c'est qu'il y a la guerre. Mes amis. Guerre ou non, votre symbole est stupide. Cela fait tellement peu soigné. Ces deux battants toujours ouverts. Tous les chiens s'y arrêtent. Il ne s'agit pas de ménage. Il s'agit de la guerre. Et des dieux. C'est bien ce que je dis. Les dieux ne savent pas fermer leurs portes. Moi, je ferme très bien, n'est-ce pas, maman? Mais oui, tu te prends même les doigts dedans les faire manger. Puis-je enfin réclamer un peu de silence? Améos? Et toi, géomètre? Et vous, mes amis? Si je vous ai convoqués ici avant l'heure, c'est pour tenir notre premier conseil. Et il est de bon augure que le premier conseil de guerre ne soit pas celui des généraux, mais celui des intellectuels. Car il ne suffit pas à la guerre de fourbir des armes à nos soldats, non, non. Il faut également porter au comble leur enthousiasme. Je vois que tu as décidé là-dessus, Apnéos, je te donne la parole. Oui, il nous faut un champ de guerre. Très juste, la guerre exige un champ de guerre. Oui, oui, oui. On s'en est passé jusqu'à présent. Et elle chante assez fort elle-même. Mais nous nous en sommes passés parce que nous n'avons jamais combattu que des barbares. C'était de la chasse, le corps suffisait. Avec les Grecs, nous entrons dans un domaine de guerre autrement relevé. Exact. Ils ne se battent pas avec tout le monde. Nous avons déjà un chant national. Oui, mais c'est un chant de paix. Eh ben, chante un chant de paix, avec des grimaces et des gesticulations pour qu'il devienne un chant de guerre. Quelles sont les paroles du nôtre? Ah, mais tu le sais bien, Anoudine, c'est... C'est nous qui fauchons les moissons, qui pressons le sang de la vigne. La, 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 la. Voilà. Enfin, bref, c'est tout au plus un chant contre les céréales. Hein? Vous ne verrez pas les Spartiates en menaçant le blé noir. Eh ben, chante bien avec un javelot et des morts à tes pieds, tu verras. Il y a le mot sang, c'est toujours cela. Il y a le mot moisson, la guerre amassée. Mais pourquoi discuter, puisque Démocos peut nous en livrer un dans les 2 heures? C'est que 2 heures, c'est un peu court. N'aie aucune crainte, c'est plus qu'il ne te faut. Et après le chant, ce sera l'hymne. Et après l'hymne, la cantate. Dès que la guerre est déclarée, impossible de tenir les poètes. La rime, c'est encore le meilleur tambour. Et le plus utile, et tu ne crois pas si bien dire.
Je la connais, la guerre, moi. Tant qu'elle n'est pas là, tant que les portes sont fermées, libre à chacun de l'insulter et de la honnir. Elle dédaigne les affronts du temps de paix, oh là là. Mais dès qu'elle est là, son orgueil est à vif. On ne peut gagner sa faveur. On ne la gagne que si on la complimente et la caresse. C'est alors la mission de ceux qui savent parler et écrire d'aduler la guerre, de la louer à chaque heure du jour, de la flatter aux places claires ou équivoques de son énorme corps. Sinon, on se l'aliène. Voyez les officiers, braves devant l'ennemi, lâches devant la guerre. C'est la devise des vrais généraux. Bon, et tu as des idées pour ton chant? Oh, une idée merveilleuse que tu comprendras mieux que quiconque. Il faut qu'elle soit lasse, qu'on l'affuble de cheveux de méduse et de lèvres de gorgone. J'ai l'idée de comparer son visage à celui d'Hélène. Oh, on sera ravis. Non? Maman, à quoi ressemble-t-elle la guerre? À ta tante Hélène. Elle doit être jolie. Bien, la discussion est close. Entendu pour le chant de guerre. Pourquoi t'agiter, géomètre? Mais parce qu'il y a plus pressé, le chant de guerre, beaucoup plus pressé. Tu veux dire les médailles et les fausses nouvelles? Mais non! Je veux dire les épithètes. Les épithètes. Les épithètes? Bah, avant de se lancer leur javelot, les guerriers grecs se lancent des épithètes. Cousin de crapaud, s'écrit-il. Fils de bœuf, bah ils s'insultent, quoi. Ils ont raison. Ils savent que le corps est plus vulnérable quand l'amour-propre est actif. Des guerriers connus pour leur sang-froid, le père d'Illico, dès lors qu'on les traite de verrues ou de corticoïdes. Nous autres Troyens manquons terriblement d'épithètes. Mais géomètre a raison! Nous sommes vraiment les seuls à ne pas insulter nos adversaires avant de les tuer. Et tu trouves pas suffisant que les civils s'insultent eux-mêmes? Mais les armées doivent partager les haines des civils. Si nous ne sommes pas au moins à égalité dans le combat des pistoles, nos soldats perdront tout coup à l'insulte, à la calomnie, et par suite, immanquablement, à la guerre. Eh ouais. Adopté, nous organiserons un concours dès ce soir. Je les trouve assez grands pour les trouver tout seuls. Tu les trouverais toi-même, tes épithètes, toi qui passes pour habile. J'en suis persuadée. Tu te fais des illusions. Mets-toi devant Bios et commence. Quoi? Quoi, Bios? Parce qu'il prête aux épithètes. Éventuel. Mais dis donc, où la tape? Non. Abnéos ne me convient pas, mais face à toi. Ok. Moi? Ok. Tu vas voir ce que c'est, l'épithète improvisée. On ne dit pas. J'y suis. Commence. Regarde-le bien, tu seras inspiré. Vieux parasite, poète aux pieds sales. Une seconde. Si tu pouvais faire précéder les épithètes du nom pour éviter les méprises. D'accord, tu as raison. Démocos, œil de veau, arbre à pellicule. Oh, c'est nul. Excuse-moi. C'est grammaticalement correct, mais bien naïf. En quoi m'appeler arbre à pellicule peut me faire monter l'écume aux lèvres et me pousser à tuer. Arbre à pellicule est totalement inopérant. Il t'appelle aussi œil de veau. Œil de veau est un peu mieux, mais tu vois comme tu patauges, Paris. Cherche donc ce qui peut m'atteindre. Quels sont mes défauts, à ton avis? Tu es lâche, ton haleine est fétide et tu n'as aucun talent. Oh, tu veux une gifle? C'est pour se faire plaisir. Pourquoi compte-t-on l'oncle Démocos, maman? Parce que c'est un moineau, chérie. Oh. Tu dis écume? Je dis
tu es un moineau. Je dis que si les moineaux avaient la bêtise, la laideur, la prétention et la puanteur des vautours, tu serais un moineau. Tu vois, Paris, ta mère est bien plus forte que toi. Prends modèle. 1 heure d'entraînement par jour et par soldat, et Cube nous donne la supériorité en épithète. En ce qui concerne le jeu de gars, je ne sais pas non plus s'il n'y aurait pas avantage à lui confier. Si tu veux, mais je ne dirais pas qu'elle ressemble à Hélène. Mais elle ressemble à quoi, d'après toi? Je te le dirai quand la porte sera fermée. Hélène va l'être. Un moment, toi. Quoi, la cérémonie n'est pas prête. Ah si, les gonds nagent dans l'huile d'olive. Et alors? Mon fils, ce que nos amis veulent dire, c'est que la guerre aussi est prête. Réfléchis bien, ils n'ont pas tort. Si tu fermes ces portes, il faudra peut-être les rouvrir dans 1 minute. Mon père, tu dois pourtant savoir ce qu'est la guerre pour des hommes qui depuis des mois se battent. Mon fils, songe que jeter aujourd'hui le mot paix dans la ville est aussi coupable que d'y jeter un poison. Tu vas y détendre le cuir et le fer. Les hommes vont se précipiter pour acheter le pain de paix, pour boire le vin de paix, pour étreindre la femme de paix. Et dans 1 heure, tu les remettras face à la guerre. La guerre n'aura pas lieu. Ah non? Écoute. Fermons les portes. C'est ici que nous recevrons tout à l'heure les Grecs. La conversation sera déjà assez rude. Il convient de les recevoir dans la paix. Mon fils, savons-nous seulement si nous devons laisser les Grecs débarquer? Oh, mais ils débarqueront, père. L'entrevue avec Ulysse est notre dernière chance de paix. Nous ne débarquerons pas. Hein. Nous serions la risée du monde. Notre honneur est en jeu. Et tu prendrais sur toi de conseiller au Sénat une mesure qui signifie la guerre? Sur moi. Tu tombes mal. Avance, Busiris! Ta mission commence. Quel est cet étranger? Cet étranger est le plus grand expert vivant du droit des peuples. Tu ne pourras pas dire qu'il est partial, c'est un neutre. Notre Sénat se range à son avis et cet avis sera demain celui de toutes les nations. Très bien. Quel est ton avis? Mon avis, prince, après constat de visu et enquête subséquente, est que les Grecs se sont rendus coupables vis-à-vis de trois manquements à la règle internationale. Leur permettre de débarquer serait renoncer à cette qualité première qui vaudra dans le conflit une sympathie universelle. Explique-toi. Premièrement, ils ont hissé leur pavillon au ramas et non à l'écoutière. Un navire de guerre, prince, chers collègues, hisse sa flamme au ramas dans le seul cas de réponse au salut d'un navire chargé de bœufs. Devant une ville et sa population, c'est donc le type même de l'insulte. Nous avons d'ailleurs un précédent. Les Grecs ont hissé l'année dernière leur pavillon au ramas en ancrant devant Ophéa. La riposte a été cinglante. Ophéa a déclaré la guerre. Et qu'est-il arrivé? Elle a été vaincue. Il n'y a plus d'Ophéa ni d'Ophéen. Parfait. Ah, l'anéantissement d'une nation ne modifie en rien l'avantage de sa position morale internationale. Continue. Deuxièmement, les navires grecs, en pénétrant dans vos eaux territoriales, ont adopté la formation dite de face. Il avait été question au dernier congrès d'inscrire cette formation dans le paragraphe des mesures dites défensives, offensives. J'avais été assez heureux qu'on lui restituât sa véritable qualité de stratégie offensive, défensive. Elle est donc une forme larvée du front de mer, que une forme larvée du blocus. C'est-à-dire qu'elle constitue un manquement du premier degré. Nous avons aussi un précédent. Les navires grecs, il y a 5 ans, ont adopté la formation de face devant Magnésie. Magnésie, dans l'œuvre, a déclaré la guerre. Et elle a gagné. Elle a perdu, il ne subsiste plus rien de ces murs. Mais mon paragraphe, lui, subsiste. Je t'en félicite, nous avions eu peur. Achève. Le troisième manquement est moins grave.
Une des trirèmes grecques a accosté, sans permission et par trahison, son chef, Oyax, le plus brutal et le plus mauvais coucheur des Grecs. Remonte vers la ville en semant le scandale et la provocation, en criant qu'il veut tuer Paris. Mais du point de vue international, ce manquement est négligeable. C'est un manquement qui n'a pas été fait dans les règles. Te voilà renseigné. La situation a deux issues. Encaisser un outrage, bof, ou le rendre. Choisis. Paris! Cours au-devant de Yax et arrange-toi pour le rabattre le plus vite possible. Quant à toi, Busiris, apprends que Troie n'entend d'aucune façon avoir été insulté par les Grecs. Je n'en suis pas surpris. Sa fierté d'Hermine est légendaire. Oui, tu vas donc et sur le champ nous trouver une thèse qui permette à notre Sénat de dire qu'il n'y a eu aucun manquement de la part de nos visiteurs, et donc à nous, Hermine Immaculée, de les recevoir en note. Mais c'est contre les faits. Quelle est cette plaisanterie? Voyons, Busiris. Nous savons tous ici que le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Le Sénat m'a demandé une consultation. Ce que je te demande, moi, c'est une interprétation. C'est encore plus juridique. C'est contre ma conscience, Hector. Ta conscience a vu périr Orphea. Elle a aussi vu périr Magnésie. Et elle envisagerait d'un cœur léger la perte de Troie. Oui, il est de Syracuse. T'en supplie. Aide-nous. Je ne peux vous donner qu'une aide, la vérité. Mais justement, trouve une vérité qui nous sauve. Si le droit n'est pas l'armurier des innocents, à quoi sert-il? Forge-nous une vérité. Bon, d'ailleurs, c'est très simple. Si tu n'en trouves pas une, nous te gardons ici tant que durera la guerre. Tu abuses de ton rang, Hector. Que dites-vous? On emprisonne le droit pendant la guerre. On peut bien emprisonner un juriste. Tiens-toi le pour dit, Busiris. Je n'ai jamais manqué ni à mes promesses, ni à mes menaces. Ou mes gardes te mènent en prison pour des années, ou tu repars ce soir même couvert d'or. Ainsi renseigné, soumets à nouveau la question à ton examen le plus impartial. Évidemment, il y a des recours. J'en étais sûr. Pour le premier manquement, par exemple, ne peut-on interpréter, dans certaines mers bordées de régions fertiles, le salut aux navires chargés de bœufs comme un hommage de la marine à l'agriculture? C'est logique. Ce serait en somme le salut de la mer à la terre. Sans compter qu'une cargaison de bétail peut aussi être une cargaison de taureaux. L'hommage, en ce cas, touche même à la flatterie. C'est très intéressant, en effet. Quant à la formation de face, tout aussi naturel de l'interpréter comme une avance, comme une provocation. Les femmes qui souhaitent avoir des enfants se présentent de face ou non de flanc. Argument décisif. D'autant que les Grecs ont à la proue de leurs navires des nymphes sculptées gigantesques. Il est tout à fait permis de dire que le fait de présenter non plus le navire en tant qu'unité navale, mais la nymphe en tant que symbole fécondant, est le contraire même d'une insulte. Une femme qui se présente à vous nue et les bras ouverts ne pose une insulte, ni une menace. C'est une offre à causer en tout cas. Et voilà notre honneur sauve Démocos. Que l'on publie la consultation de Busiris dans toute la ville, et qu'on ordonne au capitaine du port de faire immédiatement débarquer Ulysse. Il devient vraiment impossible de discuter l'honneur avec ces anciens soldats. Ils abusent vraiment du fait qu'on peut les appeler de vaches. Dehors! Prononce en tout cas le discours aux morts, Hector, cela te fera réfléchir. Il n'y aura pas de discours aux morts. La cérémonie le comporte. Le général victorieux doit rendre hommage aux morts lorsque les portes se ferment. Un discours aux morts, c'est un plaidoyer hypocrite pour les vivants. Une demande d'acquittement. C'est la spécialité des avocats. Je ne suis pas assez sûr de mon innocence. Le commandement est irresponsable. Et l'instrument de Dieu aussi. D'ailleurs, j'ai déjà fait mon discours aux morts. Je l'aurais fait à leur dernière minute de vie. Alors qu'adossés en peu de billets aux oliviers du champ de bataille, il subsistait à chacun un reste d'ouïe et de regard.
Ne t'obstine pas, Hector. Très bien, je leur fais. Oh, vous qui ne voyez pas, vous qui n'entendez pas, voyez ce cortège, écoutez ces paroles. Nous sommes les vainqueurs. Cela vous est bien égal, n'est-ce pas? Vous aussi, vous l'êtes. Mais nous sommes les vainqueurs vivants. C'est ici que commence la différence. C'est ici que j'ai honte. Je ne sais si, dans la foule des morts, on distingue les morts vainqueurs par une cocarde. Les vivants, vainqueurs ou non, ont la véritable cocarde, la double cocarde. Ce sont leurs yeux. Car oui, nous avons deux yeux, mes pauvres amis. Nous mangeons, nous buvons, nous faisons tout ce qui se fait dans le soleil. Nous voyons le soleil. Et dans le clair de lune, nous couchons avec nos femmes. Et du coup, avec les vôtres aussi. Dis donc, tu as insulté les morts maintenant? Vraiment, tu crois? Mais soit les morts, soit les vivants. Il y a une distinction. Achève, Hector, les Grecs débarquent. Oh, vous qui ne sentez pas, vous qui ne touchez pas, respirez cet encens, touchez ces offrandes, car enfin c'est un général sincère qui vous parle. Apprenez que je n'ai pas une tendresse égale, un respect égal pour vous tous. Tout morts que vous êtes, il y a chez vous la même proportion de braves et de lâches que chez nous qui avons survécu. Et vous ne me ferez pas confondre, à la faveur d'une cérémonie, les morts que j'admire avec les morts que je n'admire pas. Et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains, et que je n'aimais pas plus la mort comme châtiment ou comme expiation aux lâches que comme récompense aux héros. Aussi, qui que vous êtes, vous absent, vous inexistant, vous oublié, vous sans occupation, sans repos, sans âme, je comprends qu'il faille, en fermant ses portes, excusez auprès de vous ces déserteurs qui sont les survivants, et comprendre comme un privilège et comme un vol, ces deux biens qui s'appellent de deux noms dont j'espère que la résonance ne vous atteint jamais. La chaleur et le ciel. Les portes se ferment, maman. Oui, chérie. Ce sont les morts qui les poussent. Ils aident un petit peu. Vous êtes bien, surtout à droite. C'est fait. Les portes sont fermées. Nous sommes en paix. Nous sommes en paix, Père. Nous savons, Père. On se sent bien mieux, n'est-ce pas, maman? Oui, vraiment. On se sent vraiment bien mieux, chérie. Moi, en tout cas, je me sens bien mieux. Quelle musique! Quelle musique! Mais quelle horreur de musique! C'est de la musique anti-troyenne au plus haut point! Allons les accueillir, Capitolien! Accueillez-les royalement. Qu'ils soient ici sans encombre. Vous êtes responsables. Posons-leur en tout cas la musique troyenne. À défaut de notre indignation, autorisera peut-être le conflit musical. Ici même, préviens-nous au palais. Père, allons préparer notre discours au grec. Prépare-le un peu mieux que ton discours aux morts. Il trouvera peut-être plus de contradictions. Tu t'en vas aussi, Écube. Tu t'en vas sans nous avoir dit à quoi ressemble la guerre? Tu tiens à le savoir. Écoute, si tu l'as vu, dis-le. Un cul de singe. Quand la guenon est montée à l'arbre et montre un fondement rouge, tout squameux et glacé, ceint d'une perruque immonde, c'est exactement la guerre que l'on voit. C'est son visage. Ok. Soigner d'Hélène, ça lui en fait deux, hein? Tiens, la voilà
doit être important. Tu es toute raide. Et tu te sens toute raide aussi, je parie. Tante Hélène. C'est quelque chose que tu ne peux pas me dire sans être raide? Non, Tante Hélène. Bah alors dis le reste, tu me fais mal d'être comme ça. Tante Hélène, si vous nous aimez, partez. Mais pourquoi partirais-je, chérie? À cause de la guerre. Tu sais déjà ce que c'est, la guerre? Je ne sais pas très bien, je crois qu'on y meurt. Tu sais aussi ce que c'est, la mort? Je ne sais pas très bien non plus. Je crois qu'on ne ressent plus rien. Qu'est-ce qu'Andromaque t'a demandé de me dire au juste? De partir si vous nous aimiez. Ça ne me semble pas très logique, tout ça. Si tu aimais quelqu'un, tu le quitterais? Non, jamais. Entre quitter Cube et ne plus rien sentir, qu'est-ce que tu préférerais? Je préférais rester et ne plus jamais rien sentir. Me voilà comme tu t'exprimes mal. Pour que je parte, au contraire, il faudrait que je ne vous aime pas. Tu préfères que je ne t'aime pas? Ah non, que vous m'aimiez. Ah bah tu ne sais pas ce que tu dis, en somme. Non. Polyxène. Tu es sourde, Polyxène? Et qu'as-tu à fermer les yeux en me voyant? Tu joues à la statue? Elle vient avec moi. Elle s'amuse à ne plus rien sentir, mais elle n'est pas douée. Enfin, est-ce que tu m'entends, Polyxène? Est-ce que tu me vois? Oui, je t'entends. Je te vois. Pourquoi pleures-tu? Il n'y a pas de mal à me voir et à m'entendre. Si, tu partiras. Vous me ferez le plaisir de laisser désormais Polyxène tranquille, Hélène. Elle est bien trop sensible pour toucher l'insensible. Plus à travers votre belle robe et votre belle voix. C'est bien de mon avis. Dites à Andromaque de faire ses commissions elle-même. Allez, viens, ma chérie, je pars ce soir puisque tu dis ça. Non, ne partez pas. Oh, mais te voilà souple. Tu viens, Andromaque? Non, je reste. Explication alors? Je crois qu'il la faut. Écoutez-les tous crier et discuter là-bas, distants qu'ils sont. Ça ne suffit pas. Il faut encore que les belles sœurs s'expliquent. S'expliquent quoi au juste puisque je parle? Que vous partiez ou non, Hélène, ce n'est plus la question. Oh bah dites ça à votre mari, ça lui facilitera sa journée. Oui, Hector s'accroche à l'idée de votre départ. Il est comme tous les hommes. Il lui suffit d'un lièvre pour le détourner du fourré où est la panthère. Le gibier des hommes peut se chasser ainsi, pas celui des dieux. Oh bah si vous savez ce qu'ils veulent, les dieux, dans toute cette histoire, je vous en félicite. Je ne sais pas si les dieux veulent quelque chose, mais l'univers veut quelque chose. Depuis ce matin, tout me semble le réclamer, le crier, l'exiger. Les hommes, les bêtes, les plantes, jusqu'à cet enfant en moi. Ils réclament quoi? Que vous aimiez Paris. Mais s'ils savent que je n'aime point Paris, ils sont mieux renseignés que moi. Mais vous ne l'aimez pas. Peut-être pourriez-vous l'aimer. Mais pour le moment, c'est dans un malentendu que vous vivez tous deux. Je vis avec mon amour dans l'accord, l'agrément, la bonne humeur. Le malentendu de l'entente, je ne vois pas très bien ce que ça peut être. Vous ne l'aimez pas. On ne s'entend pas dans l'amour. La vie de deux époux qui s'aiment, c'est une perte de sang-froid perpétuelle. La dot des vrais couples est la même que celle des couples faux. Le désaccord originel. Hector est le contraire de moi. Il n'a aucun de mes goûts. Nous passons notre journée ou à nous vaincre l'un l'autre ou à nous sacrifier. Les époux amoureux n'ont pas le visage clair. Et si mon teint était de plomb lorsque j'approche Paris, et mes mains moites, et mes yeux blancs, vous pensez que Ménélas en serait transformé, les Grecs épanouis? Peu importerait alors ce que pensent les Grecs. Et la guerre n'aurait pas lieu? Oui, peut-être n'aurait-elle pas lieu. Peut-être, si vous vous aimiez, l'amour appellerait-il à son secours l'un de ses égaux, la générosité et l'intelligence. Personne, pas même le destin, ne s'attaque d'un cœur léger à la passion. Et même si elle avait lieu, tant pis. Ce ne serait sans doute pas la même guerre. Oh non, Hélène, vous sentez bien ce qu'elle sera, cette lutte. Le sort ne prend pas tant de précautions pour un combat vulgaire. Il veut construire l'avenir sur elle. L'avenir de nos races, de nos peuples, de nos raisonnements. Et que nos idées et que notre avenir soient fondés sur l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aimaient, ce n'est pas si mal. Mais il ne voit pas que vous n'êtes qu'un couple officiel. Pensez que nous allons souffrir, mourir pour un couple officiel. Pensez que la splendeur ou le malheur des âges, que les habitudes des cerveaux et des
l'aventure de deux êtres qui ne s'aimaient pas. C'est là l'horreur. Bon, si tous croient que nous nous aimons, ça revient au même. Hein. Hélène! D'ailleurs, je vous trouve difficile. Il n'est pas si mal, mon amour. Il me plaît à moi. Évidemment, ça ne tire pas sur ma rate ou sur mon foie lorsqu'il m'abandonne pour le jeu de boules ou la pêche au con. Je suis commandée par lui, aimantée par lui. L'aimantation, c'est une forme d'amour, tout comme la promiscuité. C'est une passion autrement ancienne et féconde que celle qui fait rougir les yeux de pleurs ou s'exprime par le frottement. Je suis aussi à l'aise dans cet amour qu'une étoile dans sa constellation. J'y gravite, j'y scintille. C'est ma façon à moi de respirer et d'y traindre. On voit très bien les fils qu'ils peuvent produire, cet amour. De grands êtres clairs, bien distincts, avec des doigts annelés et un nez court. Qu'est-ce qui va devenir si j'y rajoute la jalousie, la tendresse et l'inquiétude? Le monde est déjà si nerveux, voyez vous-même. Merci la pitié, Hélène. C'est la seule aide dont ait besoin le monde. Voilà, le mot est dit. Quel mot? Le mot pitié. Adressez-vous ailleurs, je ne suis pas très forte en pitié. Parce que vous ne connaissez pas le malheur. Je le connais très bien, il est malheureux aussi, nous sommes très à l'aise ensemble. Vous blasphémez, Hélène. Les hommes ont pitié des autres, dans la mesure où ils auraient pitié d'eux-mêmes. Le malheur et la laideur sont des miroirs qu'ils ne supportent pas. Je n'ai aucune pitié pour moi. Vous verrez si la guerre éclate. Je supporte la faim, le mal, sans souffrir. Mieux que vous. Et l'injure. Si vous pensez que je ne les entends pas, les Troyennes, sur mon passage, et elles me traitent de garce, et elles disent que le matin j'ai l'œil jaune. C'est faux. Ou c'est vrai. Mais ça m'est égal, si égal. Arrêtez-vous, Hélène. Et si vous croyez que mon œil dans mon album de chromos sans couleur, comme dit si bien votre mari, ne me montre pas parfois une Hélène vieillie, abâchie, édentée, suçotant quelques confitures dans sa cuisine? Est-ce que le plâtre de mon grimage peut être blanc? Est-ce que la groseille peut être rouge? Est-ce que c'est coloré? Et sûr et certain. Mais ça m'est complètement indifférent. Je suis perdue. Pourquoi? S'il vous faut un couple parfait pour vous faire admettre la guerre, il y a toujours le vôtre, Andromaque. Où est-il? Où se cache-t-il? Un lâche, un Troyen. Qui cherchez-vous? Je cherche Paris. Je suis son frère. Belle famille. Je suis Oyax. Qui es-tu? On m'appelle Hector. Moi, je t'appelle beau-frère de pute. Charmant. Je vois que la Grèce nous envoie des négociateurs. Que voulez-vous? La guerre. Rien à espérer, vous ne l'aurez pas. Pourquoi la voulez-vous? Ton frère a enlevé Hélène. Bon, elle était consentante à ce que l'on m'a dit. Une Grecque fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas à te demander la permission, c'est un cas de guerre. Nous pouvons vous offrir des excuses. Les Troyens n'offrent pas d'excuses. Nous ne partirons d'ici qu'avec votre déclaration de guerre. Mais déclarez-la vous-même. Parfaitement. Nous la déclarerons, et dès ce soir. Vous mentez. Vous ne la déclarez pas. Aucune île de l'archipel ne vous suivra si nous ne sommes pas responsables. Et nous ne le serons pas. Tu ne la déclareras pas, toi, personnellement, si je te déclare que tu es un lâche. C'est un genre de déclaration que j'accepte. Je n'ai jamais vu manquer à ce point de réflexe militaire. Si je te dis ce que la Grèce entière pense de Troie, que Troie est le vice, la bêtise. Troie est l'entêtement. Vous n'aurez pas la guerre. Si je crache sur elle, mais crachez. Si je te frappe, toi, son prince. Essaye donc. Si je te frappe en plein visage, le symbole de sa vanité et de son faux honneur. Mais frappe! Voilà! Si madame est ta femme, madame doit être fière. Je la connais. Elle est fière. Quel est ce vacarme? Que veut cette ivrogne? Il ne veut rien, il a déjà tout ce qu'il veut. Que se passe-t-il, Andromaque? Rien. Deux fois rien. Un grec gifle Hector et Hector encaisse. C'est vrai, Hector? C'est totalement faux, n'est-ce pas, Hélène? Les Grecs sont des menteurs. Les hommes grecs. C'est de nature qu'il a une joue plus rouge que l'autre. Oui, je me porte fort bien de ce côté-là. Dis la vérité. Toi, as-tu osé poser la main sur toi? C'est mon affaire. C'est une affaire de guerre! Tu es la statue même de Troie. Mais justement, on ne gifle pas les statues. Qui es-tu, brute? Moi, je suis Démocos, second fils d'Achicaos. Second fils d'Achicaos, en
dis-moi, cela est-il aussi grave de gifler un second fils d'Akikaos que de gifler Hector? Oh, tout aussi grave. Je suis chef du Sénat. Si tu veux la guerre jusqu'à la mort, essaie donc. Voilà. J'ai sali. Troyens, soldats, Tais-toi. Timocos, tu te tais. on nous trahit. Vengeance, on insulte quoi? Timocos, tais-toi ou je te Mais frappe. je dirai! J'habiterai la ville! Je te dis de te taire, Timocos. Priam! Anquise! Venez voir la honte de Troie! Elle a Hector pour visage! Que signifient ces cris, Démocos? On m'a giflé. Va te plaindre à Akikaos. Qui t'a giflé? Hector, Oyas. Hector et Oyas. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou, lui. Il raconte n'importe quoi. On n'a pas du tout giflé, n'est-ce pas, Hélène? Je regardais pourtant bien, je n'ai rien vu. Ouais. Ces deux joues sont de la même couleur, à lui. Les poètes s'agitent souvent sans raison. C'est ce qu'ils appellent leur transe. Il va nous en sortir un chant national. Tu me paieras, Hector. Bravo, du grand homme adversaire. Belle gifle. J'ai fait de mon mieux. Excellente méthode aussi. Coude fixe, poignet biaisé, grande sécurité pour carte et métacarte. Ta gifle doit être plus puissante que la mienne. Oh, j'en doute. Tu dois admirablement lancer le javelot avec ce radius en fer et ce cubitus à pivot. À 70 mètres, ouais. Révérence, mon cher Hector. Excuse-moi. Je retire mes menaces et je retire ma gifle. Nous avons des ennemis communs, ce sont les fils d'Akikaos. Et je ne me bats pas contre ceux qui ont réuni avec moi, les fils d'Akikaos. Ne parlons plus de guerre. Je vais laisser ce pays soumis et compte sur moi pour enrichir l'histoire. Je t'aime, Hector. Oui, tu as vu. Mais ne m'embrasse pas de suite. J'ai gagné ce combat. Aie confiance. Je gagne chacun de mes combats. Et de chaque victoire, l'enjeu s'envole. Priam et Hector, je pense. Eux-mêmes. Et derrière eux, Troie, et les faubourgs de Troie, et la campagne de Troie, et ce pays comme un point fermé qui est la Phrygie. Ce que je veux, c'est que tous, partout, vous alliez la faire gagner, parce que c'est la Vous êtes Ulysse? Eh bien oui, je suis Ulysse. Dites-moi, Troyens, vous êtes nombreux pour une simple conversation diplomatique. Et voici Hélène. Bonjour, reine. J'ai rajeuni Ulysse. Je ne suis plus que princesse. Nous vous écoutons. Ulysse parle à Priam, moi, je parle à Hector. Eh bien, Priam, nous sommes venus ici pour reprendre Hélène. Tu comprends, Hector, ça ne pouvait pas se passer comme ça. La Grèce et Ménélas crient vengeance. Si les maris trompés ne criaient pas vengeance, qu'est-ce qu'il leur resterait? Qu'Hélène nous soit donc rendue dans l'heure même. Ou c'est la guerre. Il y a les adieux à faire. Et c'est tout. Eh bien oui. C'est tout. Tu vois, ce n'est pas long, Hector. Donc, si nous vous rendons Hélène, vous nous assurez la paix. Et la tranquillité. Mais si nous vous rendons Hélène dans l'heure, l'affaire est close. Et liquidée. Je crois que nous allons pouvoir nous entendre, n'est-ce pas, Hélène? Oui, je pense. Vous ne voulez pas dire qu'Hélène va nous être rendue? Oh, mais cela même, elle est totalement prête. Pour les bagages, elle en aura toujours plus au retour qu'elle en avait au départ. Donc, je récapitule. Nous vous rendons Hélène et vous nous garantissez la paix. Plus aucune représaille, plus aucune vengeance. Une femme perdue, une femme retrouvée. Et c'est justement la même. Parfait. Eh bien, pardon, mais je ne garantis rien. En effet, pour qu'il n'y ait pas de représailles, il faudrait qu'il n'y ait pas prétexte à représailles. Il faudrait que
dire qu'il verra un changement? Eh bien, Marie est subtile quand un scandale mondial l'a averti. Faudrait que Paris eût respecté Hélène. Et ce n'est pas le cas. Ah non, ce n'est pas le cas. Pas précisément. Et si c'était le cas? Où voulez-vous en venir, Hector? Ce que je veux dire, Ulysse, c'est que Paris n'a pas touché Hélène. Tous deux m'ont fait leur confidence. Quelle est cette histoire? Mais la véritable histoire, n'est-ce pas, Hélène? Qu'a-t-elle d'extraordinaire? C'est épouvantable, nous sommes déshonorés. Qu'avez-vous à sourire, Ulysse? Vous voyez sur Hélène le moindre indice d'une défaillance à son devoir? Oh, mais je ne la cherche pas. L'eau sur le canard marque mieux que la souillure sur la femme. Oh, tu parles à une reine. Exceptons les reines, naturellement. Ainsi, Paris, vous avez enlevé cette reine. Vous l'avez enlevée nue. Et vous-même, je pense, n'étiez pas dans l'eau avec Clissard et Hermure. Et d'ailleurs, aucun goût d'elle? Aucun désir d'elle ne vous a séduit? Une reine nue est couverte par sa dignité. Elle n'a qu'à pas s'en dévêtir. Combien a duré le voyage? J'ai mis 3 jours avec mes vaisseaux. Et ils sont plus rapides que les vôtres. Vos voix sont plus rapides, pas vos vaisseaux. Eh bien, mettons 3 jours, alors. Où était la reine pendant ces 3 jours? Sur le pont, étendu. Et Paris? Dans la nuit? Étendu près de moi. Ah, il lisait peut-être près de vous. Et il pêchait la dorade aussi. Parfois, il m'éventait. Et sans jamais vous toucher? Oh. Et si. Un jour, le deuxième, il m'a baisé la main. La main? Ah, je vois. Ce serait le déchaînement de la brute. J'ai cru digne de ne pas m'en apercevoir. Et le roulis ne vous a pas poussé l'un vers l'autre? Je crois que ce n'est pas insulter la marine troyenne de dire que ces bateaux roulent. Ils roulent beaucoup moins que les bateaux grecs de tangue. Tanguer nos bateaux grecs? S'ils ont l'air de tanguer, c'est à cause de leur proue surélevée de l'arrière qu'on est vide. Oh oui, la face arrogante et le cul plat, c'est tout grec. Et les 3 nuits? Au-dessus de votre couple, les étoiles ont paru et disparu 3 fois. Rien ne vous est demeuré, Hélène, de ces 3 nuits? Si. Une bien meilleure science des étoiles. Pendant que vous dormiez, peut-être. Vous a prise. Un moucheron m'éveillerait. Tous deux vous le jurons si vous voulez, sur votre déesse Aphrodite. Oh, je la reconnais, Aphrodite. Je leur en fais grâce. Son serment favori, c'est le parjure. Une curieuse histoire qui va détruire dans l'archipel l'idée qu'il y avait des Troyens. Quelle est l'idée des Troyens dans l'archipel? Eh bien, on les y croit beaux et irrésistibles, mais moins doués que nous pour le négoce. Poursuivez vos confidences, Paris. C'est une intéressante contribution à la physiologie. En effet, qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à respecter Hélène quand vous l'aviez à merci? Je l'aimais. Si vous ne savez pas ce que c'est l'amour, Ulysse, ne vous mêlez pas de ces histoires-là. Avouez plutôt, Hélène, que vous ne l'auriez pas suivi si vous aviez su que les Troyens sont impuissants. C'est-tu le honte? On le poussait. Amène ta femme et tu verras. Je veux dire que Paris, le beau Paris, fut impuissant. Tu m'as parlé, Paris. Vas-tu nous rendre la risée du monde? Hector, vois que ma situation est désagréable. Tu n'en as plus que pour 1 minute, ok? Hélène, ma petite Hélène. Va. Et que ta vertu devienne aussi proverbiale que l'aurait pu l'être ta facilité. Je n'avais pas d'inquiétude. Les siècles vous ont rendu le mérite qui est le vôtre. Paris, l'impuissant, mais quel beau surnom. Rentrez l'envoyer, j'embrasse Hélène pour une fois. Est-ce que vous allez supporter cette farce longtemps, commandant? Tais-toi! C'est moi qui commande ici. Eh, vous commandez mal. Nous, les gabiers de Paris, nous en avons assez, je vais vous le dire. Maman. Ce qu'il a fait à votre reine. J'étais officier de bord, j'ai tout vu. Oh non, tu t'es trompé. Eh, vous croyez qu'on trompe l'œil d'un marin troyen? À 30 pas, je reconnais les boîtes de borgne. Viens à mon côté, Olipilès. Il était dans la une, celui-là, il a tout vu d'en haut. Moi, ma tête passait de l'escalier des sous. Elle était juste à leur hauteur, comme un chat devant un lit. Faut-il le dire, croyant? Silence! Ah!
temps d'éponger la reine et de refaire sa reine. Vous pensiez, si je voyais la reine du front à la nuit, quand de là-haut. Et il nous a tous envoyés dans la cale, excepté nous deux, qu'il a pas vu. Ah oui, et son navire, son pilote, le navire filait droit nord. Hein. Sans vent, la voile était franc grosse. Et de ma cachette toute la journée, quand j'aurais dû voir la tranche d'un seul corps. Toute la journée, j'ai vu la tranche de deux. Un pain de seigle sur un pain de blé, des pains qui cuisaient, qui levaient, de la vraie cuisson. Moi, d'abord, quand j'aurais dû voir deux corps, j'en ai eu souvent un seul. Hein. Tantôt blanc, comme le gabier le dit, tantôt doré, à 4 bras et 4 jambes. Hein. Voilà la vraie puissance. Et pour l'amour moral, Olivides, pour la partie affection, dis ce que tu entendais de ton tonneau. Les paroles des femmes montent, celles des hommes s'étalent. Je dirai ce que disait Paris. Oh, elle l'a appelé sa perruche, sa chatte marron. Et lui, son puma, son jaguar. Ils intervertissaient les sexes. C'est de la tendresse, c'est bien connu. Oh, tu es mon chêne, disait-elle aussi. Je t'étreins juste comme un chêne. Oh. Sur la mer, on pense aux arbres. Hein, Et lui, il disait son boulot, je me rappelle bien, son boulot frémissant. Et voilà. Elle a appelé son boulot frémissant, bien sûr. Mais c'est que tu en voyais souvent quand tu allais du côté d'Astrakhan, là-bas. Oui, Bien sûr. Oui, et en été, le long du chenal d'Astrakhan, exactement, en hiver, sur la Caspienne, et aller voir un arbre par-dessus, un argent par-dessous, savourant le cœur plein de tendresse. J'en aurais pleuré, n'est-ce pas, Olipides? Moi, je pleurais. Bravo! Et ben voilà. Et voilà, Hector. Taisez-vous tous! Fais taire celle-là! Ça va. C'est Aphrodite qui t'envoie? Oui, Aphrodite. Alors, Aphrodite. Oui, alors, Aphrodite. Elle me charge de vous dire que l'amour est la loi du monde. Que tout ce qui double l'amour devient sacré. Que ce soit le mensonge, l'avarice ou la luxure, c'est ça. Et que tout amoureux, elle le prend sous sa garde. Du roi au berger, en passant par l'entremetteur. Oui, j'ai bien dit l'entremetteur. S'il en est un ici, qu'il soit salué. Et qu'elle vous interdit, à vous, Hector, bonjour, c'est bon. Et à vous, Ulysse, ok, Ulysse, de séparer Paris d'Hélène, où il y aura la guerre. Et c'est tout pour le moment. Merci. Et de Pallas. Aucun message. Pallas, attends, je cherche. Alors, oui, Pallas, il me charge de vous dire que la raison est la loi du monde. Tout être amoureux vous fait-elle dire déraisonne. Elle vous demande de lui avouer franchement s'il y a plus bête que le coq sur la poule ou de la mouche sur la mouche. Elle n'insiste pas, c'est Pallas. Et elle vous ordonne, à vous Hector, et à vous Ulysse, de séparer Hélène de ce Paris à poil lisse, où il y aura la guerre. Voilà. Merci, Iris. Ah, ben, Mon fils, ce n'est ni Aphrodite ni Pallas qui règle l'univers, que nous commande Zeus dans cette incertitude. c'est relou, hein. Bon. Le maître des dieux Vous fait dire que ceux qui ne voient que l'amour dans le monde sont aussi bêtes que ceux qui ne le voient pas. La sagesse, vous fait dire Zeus, le maître des dieux. C'est tantôt de faire l'amour, Paris, tu vois de quoi je vais parler, hein, et tantôt de ne pas le faire, genre Ouillac. Les prairies semées de coucou et de violettes à son humble et impérieuse avis sont aussi douces à ceux qui s'étendent l'un sur l'autre qu'à ceux qui s'étendent l'un près de l'autre, soit qu'ils lisent ou qu'ils soufflent sur la sphère aérée d'un pissenlit, soit qu'ils pensent au repas du soir ou à la République. Il se rapporte donc à vous Hector, à vous Hector, à vous Paris, pour que l'on, et à vous Ulysse, pardon, ah oui, pas confondre les deux. À vous Hector et à vous Ulysse, pour que
que l'on sépare Paris d'Hélène, tout en ne les séparant pas. Il s'en rapporte donc à vous, il ordonne donc à tous les autres de s'éloigner pour laisser face à face les négociateurs et que cela s'arrange pour qu'il n'y ait pas la guerre. Sinon, il vous jure, et il n'a jamais menacé en vain, il vous jure qu'il y aura la guerre. Et franchement, voilà. À vos ordres, Ulysse. À vos ordres. Voilà donc le véritable combat, Ulysse. Le combat nous sortira ou ne sortira pas la guerre, oui. Et elle en sortira. Eh bien, nous allons le savoir dans 5 minutes. Si c'est un combat de parole, les chances sont faibles. Je crois plutôt que c'est une pesée. Nous avons vraiment l'air d'être chacun sur le plateau d'une balance. Le poids parlera. Ben, comment faire une balance? Vous voyez bien que la balance s'incline déjà. De mon côté, vous voulez dire? En effet, je le crois. Et vous voulez la guerre? Oh, mais non, je ne la veux pas. Par contre, je suis moins sûr de ses intentions à elle. Ulysse, nous deux peuples nous ont tous deux délégués ici pour la conjurer. Notre seule réunion signifie que rien n'est perdu. Surprenant. Vous êtes surprenant, Hector. Je vais mettre ça sur le compte de la jeunesse. En effet, à la veille de toute guerre, il est courant que les deux chefs des peuples en conflit se rencontrent seuls. Dans quelque innocent village? Sur la terrasse au bord d'un lac? Ou dans l'angle d'un jardin? Et ils conviennent que la guerre est le pire fléau du monde. Ils sont pacifiques, modestes, loyaux. Ils se quittent en se serrant la main, en se sentant comme des frères. Ils se retournent même pour se sourire. Ainsi nous sommes tous deux maintenant. Et nos peuples, autour de l'entretien, se taisent et s'écartent. Mais ce n'est pas qu'ils attendent de nous une victoire sur l'inéluctable, non. C'est seulement qu'ils nous ont donné plein pouvoir pour que nous boutions mieux au-dessus de la catastrophe à notre fraternité d'ennemis. Et goûtons-la. C'est un plat de riche. Savourons-la, mais c'est tout. Le privilège des grands, c'est de voir les catastrophes depuis une terrasse. C'est une conversation d'ennemis que nous avons là. C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo traditionnel des récitants avant la guerre. Parce que nous avons été créés sensés, justes et courtois. Nous nous parlons une heure avant la guerre, comme nous nous parlerons longtemps après, en anciens combattants. Nous réconcilions avant la lutte même, c'est toujours comme cela. Mais l'univers le sait. Nous allons nous battre. L'univers peut se tromper, Ulysse. C'est à cela que l'on reconnaît l'erreur. Elle est universelle. Eh bien, espérons-le. Mais je ne pense pas qu'il entende préparer aux hommes deux chemins et d'épanouissements différents. Seul le déchaînement de la brutalité et de la folie humaine rassure les dieux. C'est de la petite politique, j'en conviens. Mais on peut se le dire entre nous. Ainsi va le destin. C'est Troie. C'est Troie, et c'est la Grèce qui l'a choisi cette fois. Eh bien, ce matin, j'en doutais encore, et puis j'ai posé le pied sur votre sol, et j'en suis sûr. Et vous vous êtes senti sur un sol ennemi. Oh, mais pourquoi toujours revenir à ce mot ennemi? C'est vrai, faut-il vous le redire? Ce ne sont pas les ennemis naturels qui se battent. Voyez-vous, il est des peuples que tout oppose. Leur peau, leur langue, leur odeur. Mais ceux-là ne se battent jamais. Ceux qui se battent sont ceux que le sort a lustrés et préparés pour une même guerre. Ce sont les adversaires. Et nous sommes prêts pour la guerre grecque. Oh, mais à un point incroyable. Comme la nature unit les insectes de faiblesse et d'armes qui se correspondent à distance, sans que nous nous en doutions, sans même que nous nous connaissions, nous nous sommes élevés tous deux au niveau de notre guerre. Et il n'y a rien à faire. Vous êtes dans la lumière de la guerre grecque. C'est ce que pensent aussi tous les autres Grecs. Oh, ce que pense notre grec, ce que pense notre grec. Mais cela n'est pas plus rassurant. Voyez-vous, ils pensent que Troie est riche, ses banlieues fertiles, ses entrepôts magnifiques, l'or de vos temples, celui de vos blés ou encore de votre colza, ont fait à chacun de nos navires un signe qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il n'est pas très prudent, Hector, d'avoir des dieux et des légumes trop dorés. Oh, mais voilà enfin une parole franche, Ulysse. La Grèce en nous s'est donc choisi une proie. Alors pourquoi une déclaration de guerre? Il aurait été tellement plus simple de profiter
absence pour bondir sur 3. Vous l'auriez eu sans donner un seul coup. Eh bien, c'est qu'il est une sorte de consentement à la guerre que donne seulement l'atmosphère, l'acoustique, l'humeur du monde. Il serait dément d'entreprendre une guerre sans la voir. Et nous ne l'avions pas. Et vous l'avez maintenant. Eh bien, oui. Je crois que nous l'avons. Mais qui vous l'a donné contre nous, Ulysse? Troie est réputé pour sa justice, son humanité, ses arts. Mais ce n'est pas par ses crimes qu'un peuple se met en situation fausse avec son destin, mais par ses fautes. Les nations comme les hommes périssent d'imperceptible impolitesse. D'ailleurs, c'est dans leur façon d'éternuer ou d'éculer leurs talons que se reconnaissent les peuples condamnés. Vous avez sans doute mal enlevé Hélène. Mais Ulysse, est-ce que vous voyez le rapport? Le rapport entre l'enlèvement d'une femme et une guerre qui fera la destruction totale de l'un de nos deux peuples. Et nous parlons d'Hélène. Nous parlons d'Hélène, Hector. Vous vous êtes trompé sur elle, Paris, c'est vous. Depuis 15 ans, je la connais. Depuis 15 ans, je l'observe. Et à vrai dire, il n'y a aucun doute. Elle est l'une des rares créatures que le destin a mis en circulation sur Terre pour son usage personnel. Vous auriez pu vous en prendre à nos grands amiraux, à nos rois. Paris serait même pu se dessaler dans les lits de terre où le Sparte a 20 généreuses étreintes. Mais il a choisi le cœur le plus dur, le cerveau le plus étroit, le sexe le plus étroit. Vous êtes perdu. Mais Ulysse, nous vous rendons Hélène. Mais ce serait trop facile. L'insulte au destin ne comporte pas la restitution. Très bien, mais dans ce cas-là, pourquoi discuter alors? Et sous vos paroles, la vérité se dévoile, Ulysse. Avouez-le, vous voulez nos richesses. Vous avez fait enlever Hélène pour avoir à la guerre en prétexte honorable. Je rougis pour la Grèce. Elle en sera éternellement responsable et honteuse. Responsable et honteuse. Responsable et honteuse. Non mais vous croyez? Premièrement, les deux mots ne s'accordent guère. Et puis, si nous nous sentions vraiment responsables, il suffirait à notre génération actuelle de nier et de mentir pour assurer la bonne foi et la bonne conscience de toutes nos générations futures. Les Grecs mentiront, nous nous sacrifierons. Très bien, Ulysse. Dans ce cas-là, le sort en est jeté. Va pour la guerre. D'ailleurs, à mesure que j'ai plus de haine pour elle, me vient un désir toujours plus incoercible de tuer. Partez! Puisque vous nous refusez votre aide. Hector, attendez. À vrai dire, je veux vous aider. Eh bien oui, si vous voulez vraiment la guerre, ce n'est pas Hélène que je vous demanderai, mais une rançon qui vous est bien plus chère. Je pars. Je ne peux me défendre qu'il est bien long le chemin. Il va te place à mon navire. Il est long comme le parcours officiel des rois, en visite quand l'attentat menace. Où se cachent les conjurés? Et comment va-t-il se faire, mon premier pas? Vais-je glisser et me tuer? Une poutre va-t-elle s'effondrer sur moi? Tout est maçonnerie neuve ici, et pourtant, j'attends la pierre croulante. Mais nous sommes chefs d'État. Merci. Et nous devons y aller, n'est-ce pas? Bien, allons-y. Merci, Ulysse. Le premier pas va. Combien en reste-t-il? 460. Le second aussi. Mais vous savez ce qui me pousse à partir, au moins. Je sais, oui. La noblesse. Ah, pas précisément. Andromaque. Votre chère Andromaque. Elle a le même regard que Pénélope. Andromaque, tu étais là? Tu nous écoutais? Tiens-moi, je n'en Qu'est-ce que tu faisais? Je suis désespérée. Tu vois bien qu'il ne faut pas désespérer. De nous peut-être, du monde oui. Cet homme est effroyable. La misère du monde est sur moi. Mais regarde,
Il marche vite. Il est déjà au port. Que fais-tu? Je n'ai plus la force d'entendre. Je me bouche les oreilles. Je n'enlèverai pas mes mains avant que notre sort soit fixé. Cassandre, va me chercher Hélène. Ajax, Ulysse vous attend au port, où vous y conduit Hélène. Hélène, je me moque d'Hélène. C'est celle-là que je veux tenir dans mes bras. Ah non, non, c'est la femme d'Hector. Non, partez. La famille d'Hector, bravo. J'ai toujours préféré les femmes de mes amis, de mes vrais amis. Il est presque à mi-chemin, partez, Ajax. Ne vache pas, elle se bouche les oreilles. Je peux donc tout lui dire puisqu'elle n'entendra pas. Si je la touchais, si je l'embrassais, mais de part autre on n'entend pas. Rien de moins grave. Rien de plus grave, Ajax, partez. Tu crois? Alors autant la toucher, autant l'embrasser, mais chastement, toujours chastement une femme. Qu'est-ce qu'elle a de plus chaste, la femme Hector? Le cou? Voilà. L'oreille aussi, mais un gentil petit air qui la fait chasse. Voilà ton oreille. Je vais te dire, moi, ce que j'ai trouvé de plus chaste chez la femme. On ne va pas les baiser non plus. Tu es forte. Adieu. Quelle est cette lâcheté? Je rends Hélène. Troyens aux armes! Rassemblez-vous! Et votre chant de guerre est prêt! Écoutez votre chant de guerre! Voilà pour ton chant de guerre! Non! La guerre n'aura pas lieu, Andromaque. On a tué Hérocos! Qui a tué Hérocos? Qui m'a tué? Ajax. Tu es Ajax! C'est faux! C'est faux, c'est moi qui t'ai frappé! Non, c'est Ajax. Ajax a tué Hérocos! Rattrapez-le! Chassez-le! Hérocos! Avoue-le ou je t'achève! Non! Hector. Bien cher Hector. C'est Ajax. Tu es... Il meurt comme il a vécu, en coassant. Voilà. Étienne Ajax. Voilà. Ils l'ont tué. La guerre de Troie aura lieu. Le poète troyen est mort. La parole est au poète grec. Thank you.